Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous qui nous écoutez. C'est toujours un immense honneur et plaisir pour moi de m'installer derrière ce micro afin de vous présenter des histoires de gens qui ont foi en l'avenir. En cette époque un peu grisâtre, on a besoin d'entendre des récits de conviction, d'espoir, d'enthousiasme et de courage. Le courage d'avancer dans notre volonté de vouloir faire la différence au quotidien sans aucune garantie. Au fil des émissions, je me suis rendu compte notamment que plusieurs de nos héros anonymes occupaient autrefois des postes parfois très bien rémunérés dans des organisations publiques ou des entreprises privées, mais qu'ils ressentaient un besoin grandissant d'engagement social. Chapeau à ces gens qui ont fait le saut pour devenir des entrepreneurs sociaux à la tête d'organismes sans but lucratif. Dans le cas du complexe Le Partage, notre premier invité, le directeur général Frédéric Côté nomme ouvertement le côté à but lucratif d'un des volets de son organisation. Les friperies La Voûte, dont les profits que l'on souhaite élever, contribuent à nourrir le partage. Et le mot est bien choisi car le partage offre de l'aide alimentaire. Le directeur général Frédéric Côté se réjouit de constater l'accueil enthousiaste qu'ont fait les médias féminins, entre autres, à la toute dernière friperie La Voûte, installée au 10-30, qui nous propose une expérience de magasinage inspirée des boutiques. Voilà donc une manière concrète pour nous d'aider les personnes plus vulnérables qui bénéficient ainsi du service d'aide alimentaire de Le Partage. C'est aussi le cas avec notre deuxième organisme invité, Cyclo Nord-Sud. Autrefois connu sous le monde à bicyclette, avec la distribution de vélos dans des pays en voie de développement, Cyclo Nord-Sud développe maintenant des projets sociaux locaux autour du vélo. Je reçois, entre autres, le directeur Rémi Laurent, dont le dynamisme saura sans doute vous inspirer. Restez à l'écoute pour entendre l'histoire touchante du jeune Walid, dont la vie a changé depuis qu'il a un vélo, nous raconte-t-il. Une courte pause et on accueille ici aussi un homme très dynamique. On accueille en studio Frédéric Côté du complexe Le Partage, financé par les friperies La Voûte. On le sait, malheureusement, l'insécurité alimentaire grandit de plus en plus, bien qu'on sait que ces besoins étaient présents depuis très longtemps, mais on voit là qu'il y a un soubresaut. Heureusement, nos héros anonymes sont là pour maintenir le filet social. En tout cas, ils essaient très fort de maintenir le filet social. Et l'un des organismes qui œuvre dans cette mission, c'est Le Partage. Et ce qu'il y a d'intéressant dans Le Partage, c'est entre autres qu'on est invité à la population de contribuer un petit peu au mix de financement de Le Partage avec les friperies La Voûte et on reçoit le directeur général Frédéric Côté pour en parler. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'être avec nous en studio. Ça me fait plaisir, j'aime ça. Ça paraît. Juste pour nos invités, je suis une cliente des friperies La Voûte et d'une part, j'aime le concept. Quand j'ai vu que les achats qu'on fait contribuent à nourrir des familles, c'est comme si c'est comme le meilleur des deux mondes de pouvoir se gâter avec un morceau qui est quand même à un prix de friperie, mais de sentir qu'on aide concrètement une cause sociale. Exactement, parce qu'avec l'ensemble des profits, ben nous, on achète de la nourriture. On développe des services aussi qui ont tout un lien avec la sécurité alimentaire. Nous, c'est 76,9 % de notre financement sur un budget d'à peu près 3,8 millions de dollars l'an passé. Wow. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, c'est un peu
un peu, vous l'avez dit, c'est un peu ce qu'on dit aux gens, c'est vous aidez votre portefeuille, vous aidez l'environnement et vous aidez votre communauté aussi par le fait même. Alors, oui, les friperies La Voûte, c'est vraiment... Nous, c'est notre vente de chocolat. Là. À l'époque, quand j'étais jeune, Oui. pour aller faire des activités, il fallait que je vende des barres de chocolat. Oui. Là, ben, nous, les friperies La Voûte, c'est exactement ça, parce qu'avec l'argent, comme j'ai dit, on le réinvestit dans nos services. On va parler un petit peu plus tard comment vous avez développé ce modèle-là innovant, mais je veux d'abord comprendre là, comment vous tentez de réduire l'insécurité alimentaire, comment se déploie votre offre de services là, au quotidien. Bien, le partage, c'est un organisme à but non lucratif en premier. La mission, c'est la sécurité alimentaire. Alors, et c'est tout ce qu'on peut imaginer en sécurité alimentaire, autant dans les projets qu'on a actuellement que dans les projets qu'on veut développer. Évidemment, on en a parlé très rapidement, mais l'aide alimentaire, c'est notre plus gros service où les gens viennent chercher des denrées périssables et non périssables à toutes les 2 semaines là, pour les familles défavorisées. D'ailleurs, c'est notre plus gros service, mais c'est le service où il y a la plus grande demande et la plus grande augmentation, malheureusement, au cours des dernières années. C'est ce que j'allais vous demander. Vous le sentez concrètement, ah oui, la absolument, hausse? Oui, absolument. Et ça change beaucoup. Les demandes viennent de plus en plus de familles de travailleurs. Oui. Les personnes âgées, qui est un petit peu dans notre angle mort. On est en train de travailler sur des plans là, pour aller rejoindre les personnes âgées. Évidemment, les familles migrantes qui arrivent au Québec ont souvent besoin d'aide alimentaire. Et comment on fait pour savoir ça? Bien, c'est parce qu'on fait une évaluation financière, pas parce qu'on est curieux. Premièrement, parce qu'on veut savoir, on veut être sûr d'en donner aux gens qui en ont besoin, parce qu'on n'est pas dans l'abondance nécessairement. Mais aussi parce que cette évaluation financière-là nous permet de travailler sur un plan d'action. Oui. Alors, c'est là qu'on va découvrir, exemple, si une famille a des difficultés à faire un budget, bien, on pourrait les référer vers un autre organisme comme l'ACEF pour les aider à faire un budget. L'objectif, puis c'est pas de les garder dans nos services. L'objectif, c'est de les accompagner puis de les sortir de nos services pour qu'ils puissent eux-mêmes là, s'acheter de la nourriture, etc., etc. Évidemment, on connaît toute la situation des dernières années au niveau de l'inflation, etc., etc. Peut-être d'autres statistiques intéressantes. Là, oui. 21% des personnes qui viennent chercher l'aide alimentaire ont un diplôme universitaire. 21%. 26% ont un diplôme professionnel ou un diplôme collégial. 12% sont propriétaires. Alors, je dis tout le temps que maintenant, c'est plus vrai que si on habite dans un immeuble à condo ou dans un quartier de bungalow, que nos voisins ne vivent pas de l'insécurité alimentaire. Et c'est plus vrai parce que notre belle-sœur a un diplôme universitaire qu'elle ne vit pas de l'insécurité alimentaire. Bien, on le voit dans tous les domaines. On a fait toute une série ici à Canalem sur l'itinérance cet été. Puis on voit que malheureusement, les itinérants d'autrefois ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Il y a effectivement même des travailleurs aussi. Et ça, c'est dans multiples domaines. Donc, notre filet social... c'est pas... il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux importants. Vous parlez d'héros anonymes. Bien, clairement, tout le communautaire, tout le système communautaire, ce sont tous et toutes des héros anonymes qui permettent... Je vais aller ailleurs, je vais vous amener ailleurs, vous allez voir. Je dis souvent que... Bienvenue dans ma tête. Je dis souvent que... Attendez qu'on aille dans la mienne, vous allez me suivre aussi. Ah, j'aime ça. Je dis souvent que... je vais parler du partage, mais parce qu'on offre de l'aide alimentaire, il y a moins de détresse psychologique, il y a moins de crimes, il y a moins d'itinérance aussi éventuellement. Donc, le fait qu'il y ait des organismes communautaires, que le tissu social est là, il est extrêmement important pour la société. Puis on pourrait dire, souvent les organismes communautaires ont mauvaise presse, là, qui sont toujours en demande, mais il faut réaliser tout ce qui se fait derrière ça. Il faut réaliser les économies, puis là, je vais parler d'argent. Absolument. Les économies que la société font parce que les organismes communautaires sont là et ne sont pas financés à la hauteur de ce qu'ils font. En plus de la productivité d'un organisme communautaire, un dollar investi dans le communautaire est infiniment mieux investi que ailleurs. Je vais le dire comme ça. On va s'en tenir. On va s'en tenir comme ça. Mais on a effectivement reçu plusieurs organismes ici, puis c'est notre mission Héros Anonymes de reconnaître. Et plusieurs nous disaient à quel point, justement, ils avaient des retombées sociales dans plein d'autres domaines. Il y en a un qu'on a...
un peu chiffrer le même exercice et on se rend compte à quel point il y a un investissement dans la prévention. Il y en a un autre qu'on a reçu, c'était la Fondation Les enfants démunis. Ouais. Les collations élèves démunis, puis nous démontrait justement qu'un petit garçon qui n'a pas mangé devient plus agressif. Voilà. Et là, c'est tout un engrenage social et de services aussi, parce qu'à l'école, hein, tous les services de psychosociaux ont aussi augmenté, les besoins, alors que manger, c'est un besoin de base. C'est pas pour rien qu'il est dans le bas de la pyramide de Maslow, là, des besoins. Exactement. Puis vous parlez de l'école, on a un programme qui s'appelle Les Petites Baleines Pleines, où on offre des dîners. Oui, c'est cute. Hein? C'est pas moi qui ai trouvé le nom. C'est vraiment un nom extraordinaire. Ça a été un peu un copier-coller d'un programme qui s'appelait Les Petites Boîtes à lunch à Drummondville, de l'organisme La Tablée Populaire. On l'a adapté un peu à notre région, mais on offre des dîners à des élèves qui vivent l'insécurité alimentaire. Oui, le nom est cute, mais la réalité, elle est moins, exactement. Beaucoup moins. Et puis, c'est vraiment une belle collaboration avec les équipes écoles, avec le centre de services scolaires, puisque c'est eux et elles qui identifient l'élève qui vit l'insécurité alimentaire. Et comment on fait? Bien, du pas de lunch, des sandwichs au beurre, puis du McDo à réchauffer. Puis ça, c'est malheureusement des histoires vraies. On en a recanté quelques-unes des sandwichs au ketchup. Exact, absolument. Alors, et ce que vous disiez est tellement vrai. Un bedon vide n'apprend pas parce qu'il y a moins d'énergie, moins de concentration, etc., etc. Alors que là, on dit oui, on va le nourrir, et c'est ça notre mission à nous, mais on va l'aider à avoir les mêmes chances de réussite scolaire que n'importe quel autre élève. On va s'assurer que parce qu'il vit dans une famille qui vit de l'insécurité alimentaire ou que, bon, peu importe la raison, que ça hypothèque pas son avenir. Alors là, on parle d'un investissement pour l'avenir, parce que s'il réussit son parcours scolaire, parce que son bedon est plein, bien là, vous imaginez après, il va participer à la collectivité, il va avoir un travail, il va payer des impôts, plutôt que d'être un décrocheur ou quelqu'un qui va avoir une estime de lui très faible, etc., etc. Puis, outre la réalité qu'on vit, c'est d'immenses coûts sociaux aussi publics. Frédéric, avez-vous l'impression... Et là, ça peut être hasardeux, là, mais que les organismes, parfois, dans leur communication, ne font peut-être pas valoir assez à quel point leur investissement dans leur mission de base, contribue à un impact beaucoup plus large. Oui, c'est drôle que vous disiez ça parce que tantôt, je parlais du dollar investi. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait clairement une étude qui démontre ça, parce que je suis convaincu... Il n'y en a pas? Peut-être pas des à jour, il n'y en a pas des... Mais ça nous prend ça, c'est clair. Absolument, parce que je suis convaincu, puis là, c'est rien contre personne, là, mais je suis convaincu que le dollar investi dans le communautaire est beaucoup plus productif qu'un dollar investi dans la fonction publique et que même dans l'entreprise privée. Parce qu'avec les dollars qu'on reçoit, on fait des choses extraordinaires. Puis là, j'inclus tout le communautaire, là. Et il y a une productivité qui est là et qui doit être démontrée. Alors, à votre question plus précisément, je pense que le milieu communautaire devrait mettre beaucoup plus en lumière ces réalisations-là. Il y a les demandes. Puis, voyez-vous, moi, je suis un petit peu dans le sens de... On va continuer à demander plus d'argent dans les gouvernements, là. Mais ça fait 40 ans qu'on le fait, ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire les choses autrement. Alors, on continue à demander de l'argent de plus au gouvernement, mais comment on fait... Et ça en est un bel exemple, de mettre en valeur réellement l'ensemble des services puis des répercussions qu'il y a sur la société. Bien, c'est de vendre notre organisme, en fait, son impact social, mais c'est aussi, comment je pourrais dire, je pense que c'est un défi qui la plupart des organismes sont confrontés maintenant au défi de l'autofinancement. Et on va parler de votre parcours après la pause, mais ça demande des compétences particulières là, pour pouvoir réussir à s'autofinancer. Et là, on parle d'économie sociale. Oui. Et puis, oui, ça prend des compétences particulières. Par contre, je pense que tout dirigeant d'organisme communautaire peut avoir cette vision-là. Il y a des façons d'être accompagné si on veut développer des entreprises d'économie sociale. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Pas nécessairement, mais c'est pour la grande majorité des directions d'organismes communautaires. Il y a toujours une opportunité. Parfait. Frédéric, on fait une courte pause et on revient à l'antenne. Merci. Merci.
De retour au Héros Anonyme, Chantal Doré, très contente d'être en studio avec Frédéric Côté, directeur de Le Partage, qui offre des services essentiels d'aide alimentaire qui sont notamment financés par les friperies La Voûte, où je vous invite à venir faire un tour, juste pour un peu comprendre, Frédéric, le modèle là, des friperies dont les profits que vous espérez, que vous dites, on veut en faire de l'argent. Exact. Parce qu'il y a une mission sociale derrière, c'est ça. Ça, c'est un autre point au niveau du milieu communautaire, d'avoir peur de parler de profit, de rentabilité. Moi, j'en veux du profit parce que si j'ai le plus de profit possible, je peux développer des services, je peux acheter de la nourriture, puis je peux m'assurer que la population qui en a besoin va recevoir un service. Alors, les friperies La Voûte, qu'est-ce que c'est? En fait, le partage est démarré il y a un peu plus de 25 ans par des gens qui... et d'ailleurs, la majorité des organismes communautaires, c'est comme ça. Hein? Ça vient de la communauté. C'est des gens de la communauté qui ont dit, il y a un besoin ici. Ou parfois des communautés religieuses, quand c'est des très vieux organismes. Absolument, exactement. Dans notre cas, le partage, c'est vraiment des gens de la communauté qui ont dit il y a un besoin en services alimentaires et ils ont démarré presque en même temps là, une friperie pour financer un peu les services. Et là, je dirais qu'on est dans le partage 3.0. Alors, il y a eu le démarrage. Après ça, il y a eu une partie où le partage s'est professionnalisé avec l'ancienne directrice qui s'appelle Cathy Lepage, qui a fait un job extraordinaire, qui a amené le partage à un niveau professionnel et où, là, il y a eu une deuxième friperie d'ouverte à Saint-Constant et où il y a eu un ajout de services alentour de l'organisme. Et puis, par la suite, j'ai pris la direction en 2019 et il y avait déjà eu des discussions là, au niveau de... Je dirais, on le disait en joke. On le disait à la blague, là, hey, ça serait le fun d'être la première friperie au 10-30. Parce qu'on le sait, là, pour ceux qui... Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le 10-30 encore? Mais exact. On ne pense pas nécessairement engagement social quand on pense au 10-30 avec l'enfilade des boutiques. Ouais. On a plus l'impression d'être dans un royaume de bling-bling. Puis c'est correct, ça répond à un besoin. Mais... moi, j'étais déjà cliente à l'époque et quand je vous ai vu installer au 10-30, j'ai fait qu'ils sont intelligents. Ouais. Et là, vous allez nous expliquer pourquoi. En fait, c'est comme je dis, je dis tout le temps, faut se permettre de rêver aux licornes. Oui. Pourquoi rêver aux licornes? Parce qu'il faut rêver grand. Il faut voir grand. Puis à un moment donné, la corne, elle tombe, ça devient un cheval, ça devient plus réaliste, là, le projet. Alors, on se permettait de rêver aux licornes puis de dire ça comme ça à la blague un peu, de dire on aimerait ça être la première friperie au 10-30, puis à la limite, être une des premières friperies au Québec dans un power center, parce que le 10-30, c'est un power center. Et puis en 2019, il y a eu une planification stratégique et il est devenu évident qu'on voulait augmenter nos revenus autonomes. Et il y a quelqu'un sur le CA qui m'a pris au mot et qui a dit « Fred, t'as pas dit que tu voulais être la première friperie au 10-30. » Alors là, j'avais plus le choix. mais de là, le rêve, hein, de là, de rêver. De le dire à voix haute, son rêve. De le dire à voix haute, puis de le dire souvent, effectivement. Oui. Puis d'y croire aussi. On le disait à la blague, mais tu sais, Donc, après 2019, il y a eu des actions qui ont été prises en lien avec « on veut ouvrir au 10-30 ». Et c'est là qu'est arrivée une administratrice sur le CA, Nadia Geneviève, qui avait une grande connaissance de tout le milieu du commerce de détail, entre autres au niveau des vêtements, et qui avait des contacts. Alors ça, c'est l'autre chose. Alors oui, c'est beau de rêver. Après ça, ça devient un cheval. Puis après ça, il faut se faire un plan d'action pour la suite pour que ça arrive. Et Nadia Geneviève a fait aller ses contacts et on a eu une rencontre avec les gens de Carbon-Léo, qui sont les gestionnaires du 10-30. Autre chose, on s'était préparé d'avance. On avait fait faire un design par Denis Bourgeois Designer. On arrivait avec une belle carte de visite. Donc, il fallait avoir l'air professionnel. Ça aussi, c'est important. Oui, parce qu'il faut le dire, quand on entre à la friperie La Voûte, si on ne sait pas que c'est une friperie, on est dans un univers de boutique, puis tout dans le côté cuisine, il y a un petit côté grenier de grand-maman aussi. Voilà. Et moi, c'est la première chose que j'ai demandé à votre directrice. J'ai fait « j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur le design? » Elle me parlait aussi qu'il y avait une bénévole qui s'était impliquée dans les 70. Oui, absolument. Denise, qui est une bénévole extraordinaire, qui a
aménagé tout le coin, justement. On appelle ça le coin dur, nous. Il y a le mou qui est le vêtement, le coin dur qui est les autres choses. Oui, effectivement. Alors, tu sais, ça prend tout ça, effectivement. Puis c'est important pour nous d'éliminer la barrière friperie. Parce que pour être honnête, moi, je suis arrivé au partage en 2017. La chose que je me faisais le plus dire, c'est « je ne vais pas dans tes friperies parce que je ne veux pas l'enlever aux pauvres ». Alors que c'est le contraire. Nous, c'est un moyen de financement. Alors, peu importe votre statut social, peu importe votre revenu annuel, venez magasiner chez nous. Je le dis, je veux du profit, je veux des ventes, etc., etc. Alors, on voulait éliminer cette barrière-là. Évidemment, en étant au 10-30, déjà, ça élimine une barrière. Alors, les gens se permettent plus. Ils se disent « ah, ben s'ils sont au 10-30, on peut entrer ». Fait que, mais il n'y a pas cette autre barrière-là aussi, puis je vais raconter une petite anecdote personnelle. J'ai trouvé à la voûte la robe que j'ai mise au mariage de ma sœur. Wow. J'ai eu des compliments extraordinaires. Les gens me demandaient de quelle boutique ça vient. Et là, j'en profitais pour faire un petit peu d'éducation. Et les gens disaient « ah non, moi, j'aime pas ça aller dans un friperie. J'aime pas le look » ou j'aime pas... Ça pue. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Alors, il fallait éliminer toutes ces barrières-là. Et c'est ça qu'on veut faire avec la voûte au 10. C'est ça qu'on essaie de faire avec la voûte au 10-30. Pas que nos autres friperies s'appuient et tout ça, mais les gens n'osent pas. Non. Les gens n'osent pas entrer parce que c'est une friperie. Puis, alors, donc, le look était très important. Alors, quand on est arrivé à la première rencontre avec Carbon Léo, on a présenté qui on était, pourquoi on faisait ça, pourquoi on avait la voûte, et on a présenté le design. Et à notre grand étonnement, ils sont tombés en amour avec nous et avec le projet, au point où, dès cette première rencontre-là, ils nous ont pointé un local où on pourrait aller. Alors là, ils ont fait un prix spécial? Bien, en fait, on paie... Évidemment, Carbon Léo, c'est leur façon de redonner à la communauté. On est dans un loyer qui coûterait extrêmement cher. On paie pas... parce qu'on se pose la question du pied carré. Oui. On a 12 000 pieds carrés. On est dans l'ancien de serre à côté du bureau en gros. Donc, évidemment, on ne serait pas capable de se payer un loyer. Mais Carbon Léo, c'est leur façon un peu de redonner à la communauté. C'est un très beau modèle d'affaires. Qui est bon pour tout le monde, je crois. Qui est vraiment bon, qui est bon assurément pour l'organisme, mais qui est bon pour eux aussi. Comme je le dis, là, c'est redonner à la communauté. Vous l'avez dit au départ, on pense au 10-30, on pense fashion, fast fashion. Là, on arrive avec une friperie, avec une mission sociale en plus. Alors, tout est là. Mais les jeunes, entre autres, qui ont cette vision-là, plus aussi, ma belle-fille fait ça régulièrement, elle recycle, elle les pimpe un petit peu. Mais en même temps, ce qui me fascine, parce qu'il y a déjà eu au 10-30 une boutique où il y avait des souliers, mais tu sais, vraiment dans une optique de fête en Chine et tout ça. Et je suis curieuse de vous entendre sur à la fois les jeunes qui ont des préoccupations environnementales, puis il y en a beaucoup, j'imagine, qui viennent sur place. Puis en même temps, tu as toute cette fast fashion-là de Temu, de Shein, puis de toutes ces autres... Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Bien, c'est-à-dire qu'on n'empêchera jamais les Temu et les Shein d'exister. Alors, à partir de ce moment-là, c'est un choix personnel, c'est un choix... Mais il faut qu'on l'ait le choix. Comprenez-vous? Oui. Alors, moi, lorsque j'arrive dans un 10-30 où j'ai le choix, bien, après ça, c'est moi qui décide où je vais aller magasiner. Alors, et c'est là que c'est encore plus intéressant d'avoir une friperie dans un quartier comme le quartier 10-30. C'est d'offrir la possibilité aux gens de magasiner là où ils veulent, où elles veulent. Et on ne se le cachera pas, là, les friperies sont en augmentation, c'est de plus en plus populaire. Quand on pense que juste produire un jean, c'est des centaines et des centaines de litres d'eau. Alors nous, on a la prétention de dire que lorsqu'on vend un jeans ou lorsqu'on vend un morceau, on coupe en deux parce qu'il va y avoir une utilisation en double ou en triple, etc., etc. Et puis, on en reçoit en don des Shein puis des Temu, puis on en reçoit même avec des étiquettes parce que ça n'a pas fonctionné. Mais encore là, c'est difficile de juger la consommation du client ou du consommateur parce qu'on ne connaît pas. On parle de pauvreté, d'insécurité alimentaire.
Ben oui, c'est parce que ça devient un cercle vicieux. Voilà. Hein. On s'approvisionne dans le petit marché du coin qui fait des moins grands prix. On n'a pas accès à des surfaces qui nous vendraient du prix de gros. C'est un peu systémique. Exactement. Tout ça. Je vois que c'est du côté vraiment de le partage. Il y a aussi des jardins collectifs, cuisine collective. Exactement. En fait, je dis, on est un intégrateur en insécurité alimentaire ou en sécurité alimentaire. On veut apprendre à pêcher plutôt qu'à donner le poisson tout le temps, là. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des cuisines collectives, des ateliers culinaires, des jardins collectifs, pour apprendre aux gens autre chose que juste venir chercher de la nourriture. Et ça, la plupart du temps, c'est ouvert à la population générale, là. Pas nécessairement d'être... Exactement, pas nécessairement d'être une famille défavorisée, mais ça on veut l'étendre. Et dans les projets, on veut des cuisines, pas des cuisines, mais des épiceries à tarification sociale. Fait qu'entre venir chercher gratuitement de la nourriture et aller à l'épicerie, actuellement, ça prend une autre étape entre les deux. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Ben j'espère. On a des projets de serre, de logements sociaux, fait que on va être obligé de se reparler. Oui, ben je vois ça. Tu sais, vous venez du milieu politique, entre autres. Oui. Ça vous a pas tenté d'aller en politique pour tenter d'agir sur ces leviers-là? Oui, ben écoutez, quelqu'un qui a fait de la politique dira jamais qu'il a fermé la porte complètement à la politique. C'est sûr que j'ai toujours eu un intérêt pour la chose. Et la politique permet des plus grands changements dans le sens où on fait des grands changements dans le communautaire. Là, puis c'est pas ça que je veux dire. Non, mais législatif. Exactement. Donc, qui peut avoir un impact direct sur la population. Cela dit, je suis un développeur. J'aime beaucoup ce que je fais au partage et je développe des projets. Puis j'ai un CA extraordinaire qui me donne l'opportunité de le faire. Non seulement ils me donnent l'opportunité de le faire, mais c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Excellent. Mais je pense que faire de la politique, c'est ce que vous faites aussi pour moi. C'est ce que font nos héros anonymes, parce que sans vous, le maigre filet social qu'on a, il n'existerait tout simplement plus. Et je crois que les valeurs qui sont soutenues doivent redevenir à la mode. Et en tout cas, moi, je suis là pour vous aider à faire connaître vos différentes réalisations. Pour en savoir plus, site Internet? Oui, lepartage.org ou la voûte friperie sur des plateformes de recherche où je ne veux pas nommer personne. C'est bon. Alors, c'était Frédéric Côté, directeur général de Le Partage et les friperies La Voûte. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. De retour en studio avec notre deuxième invité. C'est extraordinaire. Cette semaine, on a nos deux invités en studio et vraiment, j'adore pouvoir voir ces êtres de conviction en personne, les regarder dans les yeux et voir vraiment toute la passion qui se dégage. Vraiment, on a eu un premier invité très dynamique et je suis convaincue, chers auditeurs, chères auditrices, que vous allez penser la même chose de notre deuxième invité, Rémi Laurent, directeur général de Cyclo Nord-Sud. Bonjour Rémi. Bonjour. Cyclo Nord-Sud, au départ, s'appelait, je crois, Le Monde à bicyclette? Ou ça a été tiré de... Exactement. Oui. Nous sommes les héritiers du Monde à bicyclette. Ah, où le Monde à bicyclette était un groupe de personnes qui, dans les années 70, rassemblait déjà des francophones et des anglophones pour œuvrer pour la place du vélo à Montréal, mais le faisait de manière, il disait, poético-révolutionnaire. Donc le but n'était pas d'être contre ce qu'il y avait en place, mais de proposer d'autres manières de faire et d'autres manières de vivre ensemble. Puis l'exemple qui est assez drôle, c'est par exemple de dire on ne pouvait pas traverser le fleuve en vélo, donc ils sont allés au bord de l'eau déguisés en Moïse, puis en disant bon, on n'arrive pas à traverser les... Donc on est les héritiers de ce groupe-là. D'où le poético-révolutionnaire. Oui, exactement. Et je sais qu'enfin, à l'époque, et même au début de Cyclo Nord-Sud, l'axe était plus sur le développement international. Complètement. Donc, la fondatrice du Monde à bicyclette, la Claire Morissette, qui est aussi la fondatrice de Communauto à Montréal. Donc, oui, mais on est cohérent. Hein? Fondatrice de Cyclo Nord-Sud, oui, j'aime bien rappeler ce côté-là pour dire justement, c'est qu'est-ce que permet le vélo? Le vélo n'est pas contre quelque chose, on n'est pas une secte du vélo. Et donc, dans les années 90, l'axe était plus sur la coopération internationale. Donc, à la base, Cyclo Nord-Sud a débuté dans le sous-sol d'une église avec la notion d'envoyer des vélos et des pièces de vélo dans des pays dits en voie de développement.
Ça a souvent, on dit des entreprises qui démarrent dans un garage et des organismes communautaires dans un sous-sol d'église. Comment vous avez fait ce pivot-là de la distribution internationale versus vraiment des projets davantage à impact local? Il y a plusieurs choses. Il y a 8 ans, on est basé dans Saint-Michel, donc qui est quand même un des quartiers les plus défavorisés au Canada, où on a vu qu'il y avait des besoins en local. Et aussi, qu'est-ce qui a vraiment permis de faire le pivot? C'est une crise. Comme souvent, malheureusement. Depuis 8-9 ans, il n'y a plus de financement à la mission à l'international, il n'y a plus de financement à la mission tout court, quoi. Pour différents choix politiques. Donc, il y a aussi qu'au début des années 2020, même l'organisme s'est retrouvé en situation de faillite financière. Ah oui? Et oui, donc... Est-ce que vous étiez déjà là? Moi, je suis arrivé en janvier 2020. Justement, j'étais en bénévole, j'étais administrateur, puis venu pour un mandat de 6 mois en janvier 2020, où il y a 6 employés. Le 10 mars 2020, c'était de licencier 4 employés. Puis le 13 mars 2020, il y avait les règles... On se rappelle tous où nous étions le jour de cette date-là, début de pandémie. Et en même temps, ça nous a permis d'arrêter beaucoup de choses qu'on faisait pour essayer tout le temps de vivoter, quoi. Vraiment l'image qu'on était tout le temps la tête sous l'eau. Puis en vivotant, on n'arrivait pas à construire des choses non plus. Bon, c'est mon regard. Et donc, il y a aussi vraiment, comme on a des fois, ce qui est utilisé, l'idéogramme chinois dans crise et opportunité. Exactement. Donc là, on a pu aussi rassembler notre communauté des bailleurs de fonds, des bénévoles, avec un psychologue organisationnel en bénévolat pour redéfinir quelle était notre raison d'être. Et là, que notre raison d'être, c'est revaloriser des vélos pour transformer des vies comme outil de justice sociale, environnementale et d'inclusion. Donc à partir de là, ça nous a permis de recommencer et de... Comment on fait ça? On le fait avec une communauté. Ce qui est vraiment important, c'est les êtres humains qui sont au centre. Oui. Donc, la première personne qu'on a pu réembaucher, c'était une coordonnatrice des bénévoles pour justement construire cette communauté-là et faire vivre et mobiliser cette communauté-là comme une ressource pour avoir plus d'impact. On va parler un peu plus tard là, du fonctionnement, mais il y a une histoire que vous avez à nous raconter qui démontre tellement ce que signifie l'impact social. C'est l'histoire de Walid. Je vous laisse nous la présenter. Oui, c'est une belle histoire, une histoire chouette. Tous les ans, on essaie de faire une petite vente de vélos à prix modique là, dans Saint-Michel. Et puis, il y avait un jeune qui passait la journée là, qu'on voyait, qui attendait. Et puis, à la fin de la journée, il veut acheter un vélo où il a $40. Puis le vélo, un de mes collègues lui demande « Mais tu veux faire quoi avec le vélo-là ?» Parce qu'on voyait que c'était pas adapté, c'était genre un BMX. Puis il dit « Mais je veux pas un BMX, je veux un vélo pour aller au travail, mais j'ai que $40. » Donc là, bref, de fil en aiguille, mes collègues ont donné un vélo qui répondait à son besoin. Et on l'a revu plus tard dans un atelier communautaire qu'on a mis en place dans Saint-Michel, la Grande Roue. Puis il nous dit hey, « C'est incroyable, depuis que j'ai ce vélo-là, je suis plus en retard au travail, je suis plus en retard à l'école, j'ai plus d'énergie. » Et il dit aussi, mes copains sont jaloux, quoi. et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, on a dit, OK, Et là, du fait, ses copains sont venus aussi, où on a passé toute une journée où, à 6 ou 7 jeunes, on leur a appris à comment construire leur vélo, quoi. Donc aussi, fierté de... C'est pas juste je te donne quelque chose, je t'apprends aussi les compétences qui viennent avec. Et on en revient sur d'autres choses. Nous, le vélo, c'est pas une finalité, c'est un outil. Non, c'est ça, je veux pas faire de jeu de mots, mais c'est un véhicule pour développer d'autres capacités. Complètement, c'est un véhicule, un prétexte, un outil pour développer notamment la confiance en soi, l'existence dans son environnement. Et où, pour nous, c'est pas le vélo qui va régler les enjeux environnementaux, mais c'est les postures des gens. Et la pratique du vélo, la pratique d'entretenir son vélo, de faire partie d'une communauté, va favoriser ces postures-là que j'appelle citoyennes. On parle de fierté, d'estime de soi. Quel lien on fait? Parce que c'est sûr qu'il y a une liberté à vélo d'explorer. Et j'imagine quand on vient de quartiers peut-être plus défavorisés, on a tendance à rester un petit peu dans son quartier. On ne se promène pas nécessairement, donc on ne voit pas qu'il y a d'autres univers qui existent. Complètement, c'est ça. C'est un véhicule qui permet d'ouvrir les horizons, quoi, d'ouvrir le champ des possibles. Puis si on prend par exemple dans Saint-Michel, nous on est à quelques centaines de mètres. Il y a le parc Frédéric-Bach, le deuxième plus grand parc à Montréal. Il y a des piscines, il y a des bibliothèques qui sont gratuites. Puis la plupart des jeunes, ils n'y vont pas, ils n'ont pas connaissance de ça. Et aussi d'aller accéder à ces ressources permet pour eux de se sentir confiants, d'aller chercher d'autres ressources plus loin.
Et comme on voit aussi, on a construit un programme en participant à la Maison de l'Innovation sociale qui s'appelle « Construis ton vélo ». Donc là, dans des écoles en secondaire, avec des jeunes en parascolaire, où ils vont apprendre à construire leur vélo tout au long de l'année, quoi. Et encore là, le but n'est pas d'en faire des mécaniciens vélo, c'est de leur faire découvrir d'autres choses. Et il y a l'UQAM qui est venu faire une étude qui nous dit, en fait, vous êtes dans des modèles de développement de l'adolescent où le premier impact, c'est la confiance en soi. Et c'est ça, pour pouvoir découvrir d'autres choses, pour pouvoir d'autres possibilités, c'est essentiel d'avoir ce fond-là de confiance en soi. Et donc, avec un vélo, la mécanique vélo, d'apprendre à voir, à réparer, à diagnostiquer diagnostiquer des problèmes, proposer des solutions, ça crée un monde de possibilités qui, après, peut se transposer sur beaucoup d'autres phases de la vie, quoi. Mais je vous écoute, Rémi, et je me dis, ce modèle-là d'affaires pourrait être réinventé, par exemple, pour l'intergénérationnel, les personnes âgées, parce que je regarde, on parle de réparer. Malheureusement, on ne répare plus rien. Et même quand on veut le réparer, souvent, ça coûte plus cher. Et on voit de plus en plus des petits cafés de réparation. Et moi, je réalise que j'ai aucune compétence pour rien réparer. Et quand je commence à essayer, oui, c'est vrai qu'il y a une confiance en soi de dire, j'ai réussi moi-même. Et c'est là aussi où on voit le vélo comme un outil de transmission. Oui. Et les transmissions de compétences, donc justement, on a des bénévoles qui viennent dans l'entrepôt, où aussi ça vient dans une perception de la vie de ce qui est vraiment important, c'est que tout le monde veut apprendre et aime apprendre, quoi. Et donc, les bénévoles qui viennent apprendre, et aussi, c'est aussi ça qu'on se dit avec... par exemple, les jeunes qui viennent apprendre chez nous à construire leur vélo, de transmettre. Et pour la personne qui transmet, c'est super enrichissant. Pour la personne qui reçoit, et je me dis même, les jeunes-là, peut-être dans leur vie plus tard, dans quelques décennies, ils vont se souvenir de ce moment-là qu'il y a des gens qui ont pris du temps pour leur transmettre, quoi. Et donc, roue de transmission, chaîne, maillon, et qui crée encore là, une fois, des possibilités, quoi. Quand on parle de construire un vélo, est-ce que c'est avec des composantes déjà usagées qu'on reconditionne? Ah oui, effectivement, on ne travaille qu'avec du vélo usagé. Oui, parce que j'allais vous dire, puis je ne veux pas rentrer dans une histoire d'affaires publiques, mais avec les menaces tarifaires sur l'aluminium et autres... écoutez, nous, je pense... depuis, à l'international, c'est plus de 70 000 vélos qu'on a renvoyés, et puis on est à peu près à 2 000 vélos revalorisés par année au Québec. Plus de 70 000 ouais. en combien de temps? Là, en 26 ans, mais on a aussi construit un centre de formation au Togo qui est reconnu par l'État, parce qu'encore une fois, le but n'est pas juste de transmettre du matériel. Oui, il y a besoin du matériel, mais c'est aussi de pérenniser et d'assurer... et la même chose avec les jeunes, de ne pas juste leur donner un vélo, mais d'apprendre comment poursuivre la pratique et l'approche, quoi. Et donc, oui, c'est toujours avec des vélos revalorisés. Et oui, par contre, bref, on ne fait pas de A à Z la mécanique vélo, où le but n'est pas d'en faire des mécaniciens vélo, mais d'apprendre à se débrouiller. Et puis même, il y a un concept qu'on appelle la vélonomie, qui n'est pas juste pratiquer le vélo, c'est être confiant dans sa pratique, d'entretenir le vélo, trouver où sont les endroits sécuritaires, comment... se déplacer en sécurité, comment barrer son vélo en sécurité. Donc la vélonomie qui est pratiquer le vélo et disposer des aptitudes connexes et autres pour pouvoir poursuivre la pratique, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait une offre de service à Bixi? Non, mais on se parle beaucoup avec Bixi et Cyclochrome, qui est aussi l'organisme, une entreprise d'insertion qui répare les vélos. Et oui, par exemple, il y a beaucoup de gens, des cohortes de formation de cyclochrome qui après vont venir en visite chez nous, voir aussi un autre monde. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, comme solution à la voiture, on ne sait pas toujours en ville, est-ce que je serais capable de conduire un vélo? Est-ce que j'ai les aptitudes? Et souvent, il y a un frein à adopter. Et la peur de la sécurité, comment assurer sécuritairement? Parce qu'on le voit aussi, on essaie beaucoup de promouvoir le vélo comme pratique familiale, en famille. Et donc aussi, la crainte beaucoup des parents est la sécurité. Et ça aussi, c'est notre offre de service qu'on a construite qui s'appelle Vélorussion. Donc, qui est comment développer... Vélorussion? Oui, développer, qui est vraiment... qui vient donc du la monde grande roue, Vélorussion. Qui vient du monde à bicyclette, la Vélorussion. Et donc, qui est comment on développe une culture à vélo dans des quartiers notamment défavorisés, marginalisés, où le vélo n'est pas une des sources prioritaires de... Bref, on ne pense pas à ça en premier. Et donc, justement, on a une présence notamment dans les parcs tout l'été où on fait des réparations gratuites, en tout cas payées par l'arrondissement, où le but n'est pas de fournir une réparation gratuite. Oui, mais il y a un lien qui est fait. Les gens viennent, discutent. Ah tiens, peut-être, moi j'aimerais ça. Ça fait un bout de temps que je vous vois. Je voudrais faire du vélo, mais je ne sais pas comment faire. Donc, c'est vraiment aussi, même si c'est un outil mécanique, c'est le lien humain qui fait la différence. C'est le prétexte pour entrer en contact.
Rémi, comment ça s'organise concrètement tout ça, là? Parce que là, j'entends où est-ce qu'on stocke les pièces revalorisées, comment on fait cet assemblage-là, une journée dans la vie de Cyclo Nord-Sud. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la saisonnalité, nécessairement au Québec, avec le vélo. Oui, on roule pas à l'année, en effet. Puis ou même aller récupérer des vélos dans les écocentres sous la neige, c'est pas terrible. Donc, mais on a beaucoup, en gros, les vélos qui rentrent dans notre entrepôt. Puis là, on a tout un système d'organisation où on s'est inspiré des méthodes, notamment de l'aéronautique, de l'automobile, du 5S, où il y a des étiquettes de couleurs qui vont être mises selon la destination du vélo. Et après, là, les bénévoles vont prendre les vélos selon leur niveau de mécanique et vont faire les réparations selon leur niveau. On a deux étapes de vérification des bénévoles et une troisième par un mécanicien. Et après, le mécanicien aussi fait des rétroactions aux bénévoles pour qu'ils puissent améliorer leurs compétences, quoi. Et après, on a toutes les activités d'été de réparation dans les parcs, de livraison de vélos aux travailleurs migrants, aux enfants, et aussi toutes les activités de sensibilisation qui sont beaucoup moins tangibles en termes de nombre de vélos ou d'impact, mais qui prennent aussi... soutiennent un peu tout ça. Donc, mais là, en termes d'endroit, là, c'est un type, c'est un éco-centre? Comment ça? Non, chez nous, là, on est dans Saint-Michel, ouais? Dans un quartier où c'est tout des garages automobiles. Oui, je vois très bien. Et nous, là. on est à l'étage d'un entrepôt, quoi. Ouais. On est dans un entrepôt à l'étage, un bloc de béton de 3000 pieds carrés où on manque d'espace, mais il y a une réalité que vous parliez du coût. Aujourd'hui, justement, nous, on essaie de diminuer beaucoup nos coûts avec les ressources bénévoles, mais sur revaloriser un vélo, un tiers du coût est le loyer, quoi. Et pourtant, on ne paye pas si cher vu le marché, mais c'est une réalité que oui, réparer quelque chose, aujourd'hui, ça coûte cher parce que le loyer, la main-d'œuvre coûte cher, mais on ne voit pas, on compare. Acheter un vélo dans une grande surface, on voit juste le coût économique, mais on ne voit pas le coût environnemental et social. On a parlé de friperie avec notre premier invité. On voit le prix en magasin, mais tout le coût de fabrication, les coûts sociaux. Ouais. Et nous, on ne voit pas les bénéfices environnementaux et sociaux de ce qu'on fait. Donc, en fait, et puis c'est juste, on parle encore une fois en plus de coûts à très court terme des solutions. Donc, en fait, on ne compare pas de pommes, quoi. Donc, mais malheureusement, souvent, le facteur de décision reste le coût économique à court terme, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas dans le financement, vous avez dit que malheureusement, vous n'avez plus le financement à la mission. Est-ce que vous avez l'impression que dans l'évaluation des offres, on tient compte assez de tous les autres impacts collatéraux positifs que les organismes... Je regarde votre visage et je pense que non. Hein? Bien sûr que non, et aussi on reste dans une réalité où aujourd'hui les bailleurs de fonds, ils ont besoin de montrer que leur argent est bien alloué. Ils ont besoin de chiffres, de choses mesurables et tangibles. Et ce qui n'est pas mesurable et tangible n'existe pas. C'est pas tout à fait nuancé. Mais... Donc, c'est aussi nous, comment on montre que ça existe, ce qu'on fait. Quoi. Tout à fait. Donc, d'où l'idée de faire beaucoup des partenariats avec des universités. Travailler avec HEC, avec la chaire de mobilité active de McGill, avec l'UQAM. Et là, on commence à apporter des chiffres sur ce qu'on fait. Et là, on commence à être plus crédible auprès des différents bailleurs de fonds. Et pour la première fois, on vient de recevoir un financement pour le bénévolat. Où justement, je suis vraiment... Le financement n'est pas très gros, mais c'est vraiment symbolique parce que depuis des années, nous, les bénévoles, nous remercient de venir contribuer, de venir faire partie d'une communauté. Ça aussi, ça a un impact social parce que quelqu'un qui se sent adhérer à un organisme, à quelque chose de plus grand que lui, c'est son estime de soi, c'est le sentiment d'appartenance. Ça a des impacts sur la santé mentale et même sur la santé physique. Exactement. Parce que je me dis, est-ce que quelque part, on ne réduit pas les coûts pour la société en faisant ça? Et pour une fois, ce n'est pas un gros financement, puis ça reste en plus pour orienter vers les aînés. Mais OK, on dit, pour une fois, il y a une forme de reconnaissance à travers ce financement-là. Vous avez une utilité. Le bénévolat apporte quelque chose. Ce n'est pas juste quelque chose qui vous est apporté, quoi. Donc, petit pas, mais qui est très symbolique. Ouais. Et combien de bénévoles? On a plus d'une centaine de bénévoles au Québec. Wow. Après, il y a des bénévoles réguliers qui viennent tous les semaines. Il y a des bénévoles sporadiques. À Boucherville, on a des bénévoles qui font une collecte annuelle depuis 21 ans. C'est de l'engagement, ça. La même personne qui a le leadership, Carole. On a des gens aussi à Québec. On a un comité 100% bénévole à Québec d'une vingtaine de personnes qui sont là quasiment toutes les semaines, qui à eux seuls revalorisent près de 800 vélos par année, qui redonnent à des organisations à Québec. On a des gens qui viennent toutes les semaines.
On a des gens qui vont venir sur des événements, sur quand on envoie un conteneur. On a aussi tous des bénévoles encore plus de l'ombre qui nous aident, par exemple, sur l'informatique. Donc, même on ne les voit pas, j'ai envie de dire, c'est les gens qui ont très peu de valorisation, qui n'ont pas les bonbons de distribuer des vélos ou tout ça. Et par contre, ils sont aussi essentiels. C'est la roue qui tourne, l'engrenage pour le conseil d'administration, oui. qui est bénévole, qui est vraiment très présent. Donc, je pense qu'on a 7 ou 8 000 heures de bénévolat par année, quoi. Extraordinaire. Rémi, on fait une courte pause et on poursuit notre très intéressant entretien tout de suite après. Dernier bloc de notre émission Les Héros Anonymes. Je suis en studio avec le directeur général de Cyclo Nord-Sud, Rémi Laurent. Et Rémi, moi, on parlait un peu pendant la pause et j'avais l'impression que le mot communautaire est peut-être mal compris, mal saisi ou qu'il y a peut-être une aura qui est peut-être pas celle qu'il faudrait comme réinventer ou je sais pas comment le dire, mais que je vous écoute parler. Puis nos deux invités aujourd'hui étaient du monde des affaires, étaient du monde de la politique, donc pas nécessairement a priori du monde communautaire, mais vous amenez des notions de productivité dans tout ça qui, parfois, c'est des termes qui sont délicats dans le milieu communautaire. Ça se peut? Complètement. Puis moi, avant là, j'étais dans une multinationale d'aéronautique et aussi de biométrie. Ah, donc vous avez importé la gestion de l'entrepôt de ça? Mais oui, quand on vient, il y a quand même... J'y vais dans des grosses caricatures. C'est genre, soit on travaille pour une multinationale où ça n'a pas de sens, mais on a beaucoup de sécurité financière et beaucoup de confort, ou soit on travaille pour du communautaire et c'est broche à foin. Comme s'il n'y avait pas de milieu. Exactement. Et là, quand j'ai vu, moi, selon Cyclo Nord-Sud, ce potentiel-là, avec cette communauté-là, l'impact qu'il y a, qu'en gros, aussi de voir, on voit qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'on fait. Donc, on estime qu'on a une valeur ajoutée. Et donc, c'est de se dire, justement, on a le potentiel d'être bon. Donc, inspirons-nous des bonnes pratiques des autres milieux. Comme je parlais tout à l'heure d'organisation logistique du 5S qui vient de l'aéronautique, mais... Juste pour nos auditeurs qui sont moins familiers, peut-être. Du lean management, ou en tout cas, que chaque chose a une place, on les retrouve facilement, on ne perd pas d'énergie à chercher les choses. Comme quand je suis arrivé, que c'était décourageant juste de trouver quelque chose, donc ça ne motive personne. Donc juste de gagner de l'énergie à ne pas chercher les choses. On va dire ça comme ça. Et ces pratiques-là, ces pratiques aussi en gestion de projet, ces pratiques où, même là, on vient de développer des offres de services. Donc oui, ça reste des subventions publiques, mais où on écrit aux administrations, voici ce qu'on vous propose, voici en quoi ça nourrit vos besoins, vos objectifs organisationnels, et voici combien ça coûte par contre. Et on change un peu cette dynamique-là, effectivement, et aussi ça prend effectivement de l'exigence au travers de ça. Et cette exigence-là, c'est parce qu'on est capable d'être bon, quoi. Donc justement, on est capable d'être bon, et c'est bien plus valorisant d'être bon pour tout le monde, que ce soit pour les bénévoles, pour les employés, quoi. J'ai l'impression que le concept de productivité dans le milieu communautaire est mal compris. Ah oui. En fait, en général, dans la société, on a vu Lucien Bouchard, quand il a eu son discours là-dessus, il a dit, enfin, j'estime que c'était un peu maladroit en disant on travaille pas assez. C'est pas une question d'heures, c'est comment on travaille. Complètement, puis on en revient aussi. On peut aller jusqu'à la définition romaine du travail qui était une torture, mais c'est pas quoi le travail. Mais oui, puis il y a aussi tout de l'informel, que les bénévoles, par exemple, viennent chez nous. Bien sûr, il y a une part de parler, Oui, bien ça c'est un lien. Et complètement, mais aussi le lien, parce que la personne, elle vient motiver. À quelle valeur de productivité ça vient que la personne, elle est motivée, que la personne, vu qu'elle est là pour une raison, j'ai très peu de conflits à gérer avec des bénévoles, par exemple, ou même parce que les gens, ils sont engagés là, parce que je travaille avec des partenaires. Tout à l'heure, on parlait de Cyclochrome, on n'a aucune entente écrite de ce qu'on fait. Donc oui, c'est écrit nulle part, mais écrire des contrats, valider, renvoyer des confirmations par mail, c'est être productif, ça. Donc c'est aussi ce côté-là qui peut être défini. Il ne suffit pas juste de travailler beaucoup, c'est qu'est-ce qui est
à la fin, ce qui est pertinent, c'est l'impact. C'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est à quoi ça sert. La valeur ajoutée de tout ça. Ouais, puis dans la valeur ajoutée aussi, c'est pas juste non plus la finalité, c'est tout le lien qui est en train de se créer parce que ces êtres humains-là qui expérimentent de la transmission, qui expérimentent de faire partie d'un groupe, est-ce que ça va pas rayonner aussi de plein d'autres manières que juste hors du cadre de Cyclo Nord-Sud, quoi. Pour moi, c'est aussi comment on développe des postures citoyennes, des postures humaines de construction. Oui, puis ça a un effet, ça contamine positivement. Oui, de rayonner ou de transmettre. Vous avez de la suite dans les idées, rayonner, rayon. Ouais, c'est assez facile avec le vélo quand même. Oui, j'avoue. Vous parliez tout à l'heure de la grande roue aussi. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier communautaire qui a été mis en place dans Saint-Michel où on se rend compte aussi, il y a beaucoup de quartiers où on peut dire même avec des moyens financiers, il n'y a pas de ressources pour réparer son vélo. Puis avoir une crevaison, puis faire 3 ou 4 kilomètres pour réparer son vélo, c'est très décourageant. Donc, à la base, là, dans Saint-Michel, on avait commencé le projet Vélorussion Saint-Michel il y a 7 ou 8 ans, où la base, c'était de voir, il n'y a pas de ressources. C'est suite à plusieurs années d'expérimentation qu'on a vu qu'il n'y avait pas de ressources de réparation. Donc, dans le sous-sol de la bibliothèque de Saint-Michel, il y a un atelier communautaire qui a été mis en place et qui, au fur et à mesure des années, a été transmis à Loisirs Communautaires Saint-Michel, l'organisation sur place. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné. Tous nos projets, justement, on réfléchit à quelle est notre valeur ajoutée précise. Et notre valeur ajoutée, c'est pas d'être sur le terrain. Il y a des gens qui le sont, qui le font très bien. Oui. Le but, c'est pas de prendre leur place. Tous nos projets... Éliminer tous ces doublons. D'abord, il faut être au courant qu'il y a d'autres organismes qui font la même chose. On l'observe ici au micro parfois qu'il y a certains doublons de ce type-là. Mais sur le terrain, c'est pas nous, quoi. Puis c'est pas notre force, tout simplement. Exact. On n'est pas experts là-dedans. Il y a des gens qui le sont, donc on travaille avec les organismes communautaires. Pour les projets migrants, on travaille avec les organisations de défense des travailleurs migrants. Les écoles, pour les projets Construis ton vélo, on travaille avec les écoles. Au Togo, on a un partenaire sur place. Et c'est ces gens-là aussi qui ont plus les compétences de nous remonter les besoins du terrain et les liens avec la population, quoi. D'où aussi donc d'essayer de transmettre après les projets au final. Parce que nous, le but, c'est pas que les projets ils soient dépendants de nous. C'est qu'au final, ils puissent être transmissibles. Parce que bon, on reste un organisme fragile. Et puis 2, quand on fait un projet à un endroit, ça veut dire qu'on ne peut pas en faire un autre. Depuis votre arrivée en poste, on vous avait demandé 6 mois. Ça fait combien de temps que vous êtes à Cyclo? Ça fait plus de 5 ans. Ah oui. Qu'est-ce qui vous rend fier dans ce projet, Frédéric? Rémi, excusez-moi. Ça va, c'est pas grave. Je sais pas comment dire, de créer un monde de possibilités, de voir l'impact, de voir... Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi d'idéalisme, de voir justement... j'ai envie de dire très basiquement, le plus beau, c'est quand je vois à la tablée les bénévoles, les salariés qui mangent ensemble, qui a cette notion-là de communauté. Et puis après, de se dire, dans la société ambiante, où on voit beaucoup de pessimistes, où je me fais beaucoup happer par le pessimisme, de se dire, là, il y a des êtres humains qui contribuent à des projets, qui essaient de pouvoir... être ensemble, créer du lien, transmettre. Et pour moi, c'est comme une source de possibilités et d'espoir dans l'avenir, quoi. Donc, on va dire de générer de l'espoir, puis surtout pour les jeunes. Parce que moi, ce que je crois le plus, c'est l'éducation. C'est souvent la base de tellement d'autres enjeux sociaux pour lesquels on crée des organisations. Et que là, le vélo peut venir contribuer quelque part à une forme de réussite éducative, de confiance, où c'est ces jeunes-là qui, après, vont construire l'avenir. Donc, Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cyclo Nord-Sud? De pouvoir, on va dire, poursuivre, de continuer à pouvoir transmettre, en tout cas, et d'avoir une communauté vivante et comme un écosystème très fort et très apprenant. Parce qu'on reste là-dedans. Il n'y a pas de solution à ce qu'on fait. C'est juste, on est tout le temps en train de construire et d'apprendre, quoi. Donc, de poursuivre cette curiosité puis cette exploration-là. Si on est curieux et on veut en savoir davantage sur Cyclo Nord-Sud, on vous trouve facilement, j'imagine, sur votre site web. Oui, il y a le site web. Et encore là, on n'est pas des experts de la communication. Donc, j'ai envie de dire, le mieux, c'est de nous rendre visite. Donc, pour l'instant, on a notre bureau à Montréal. On a aussi un comité à Québec. Mais venez nous rendre visite. Puis, on le disait, c'est l'humain, le cœur de tout ça. Donc, venez voir les humains qui sont là, quoi.
Merci beaucoup, Rémi Laurent, directeur général de Cyclo Nord-Sud. Et parlant d'humains, je tiens à remercier les humains qui travaillent avec moi. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et vous retrouverez l'ensemble de nos autres épisodes sur canalem.vuesetvoix.com. Vous allez voir encore là, il y a des êtres humains extraordinaires à découvrir dans cette émission. Et c'est un plaisir pour moi, Chantal Doré, de vous les présenter chaque semaine. Si vous en connaissez des héros anonymes, des gens que vous souhaitez nous faire découvrir, écrivez à notre recherchiste Catherine Bourderon. Elle se fera un plaisir de discuter avec vous de votre participation à l'émission. Je vous souhaite une semaine extraordinaire et de garder vos rêves bien vivants, vous permettre de rêver parce qu'on en a bien besoin de combattre le cynisme, surtout par les temps qui courent. Merci. Puis j'en profite pour remercier toute la communauté de Cyclo Nord-Sud aussi. Merci beaucoup. Merci.